bienvenue dans cette édition spéciale du Culture Mag. Vous avez peut-être senti dans l'air ce souffle chaud censé éveiller les libidos. Le film 50 nuances de Grey sort un peu partout en Occident. Au vu des chiffres de vente, des billets, des articles, des événements, des produits dérivés, ce film entraînerait a priori un public de femmes modernes très consentantes sur les chemins sinueux du désir et de la soumission. L'avatar ciné de cette romance à l'eau de rose, qui s'est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires, pose des questions auxquelles on aimerait bien avoir des réponses. Ces questions, nous les avons classées en 5 gros chapitres. Pour y répondre, nous avons avec nous Eva Illouz, sociologue, auteure de ce petit essai Hard Romance, 50 nuances de Grey et nous. Merci beaucoup Eva d'être avec nous. Voilà pour le sommaire, on va passer tout de suite à la première question. Alors, Eva Illouz, dans votre livre, vous écrivez que les livres à succès sont une sorte de baromètre des normes et des idéaux d'une société. Qu'est-ce qui fait que 50 nuances de Grey cartonnent autant ? Alors, les best-sellers sont non seulement un baromètre, mais c'est aussi une sorte de miroir de ce qui nous préoccupe. Et je pense qu'il y a 5 grandes contradictions qui structurent en fait ce roman et qui reflètent très bien les contradictions des relations hétérosexuelles aujourd'hui. La première contradiction, ça serait entre une sexualité ou un modèle ou un idéal féminin prémoderne ou de la virginité, Anastasia est vierge, on le rappelle, et un idéal tout à fait moderne où on se réalise par et au travers de la sexualité. La deuxième contradiction, ça va être, ou tension, je dirais, c'est entre l'autonomie et la dépendance. J'ai pas fini. Non, je sais que vous n'avez pas fini, parce qu'il y a tellement de questions sur ce sujet. Oui, mais oui. allez-y. Oui, on n'a pas non plus 3 heures. Non. C'est pour ça. D'accord. La troisième tension, ça serait entre l'amour et la sexualité, puisqu'on ne sait pas, pendant tout le premier volume, on ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut seulement du sexe ou est-ce qu'il veut un peu plus que le sexe, comme Anastasia. Donc ça, c'est une incertitude aussi qui pèse aujourd'hui sur beaucoup de relations. La quatrième contradiction, je dirais, ça serait entre l'égalité, les normes égalitaires qui sont devenues très dominantes dans les relations hommes-femmes, et une nostalgie pour la simplicité que l'inégalité donnait. Finalement, ça crée des relations plus simples, moins négociables, moins négociées. Et la cinquième tension, et je vais finir, ça serait entre la souffrance et le plaisir. Voilà. Est-ce que les relations amoureuses et les relations sexuelles donnent de la souffrance ou bien est-ce qu'elles donnent du plaisir ? Je pense qu'il y a une grande interrogation culturelle sur cette question. Bon, vous avez en gros résumé toute l'émission pour cette première réponse, mais c'est pas grave, on va en reparler. Vous écrivez aussi, Eva Illouz, parce que finalement ça raconte, vous parlez de soumission, de plaisir, de désir, on a l'impression que la norme du 21e siècle, c'est quand même ces relations SM, sado-maso, un peu soft, et vous dites c'est pas du tout un fantasme sexuel, c'est un fantasme culturel. Ça veut dire quoi exactement ? Parce que nous on est tous voyeurs là, on se dit... Alors je pense que l'érotisme dans ce livre est un peu décevant. C'est pas un livre érotique. Un livre érotique, ce qui le définit, c'est qu'il est orienté vers la masturbation du lecteur. Or, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est un livre qui fonctionne plutôt comme un manuel d'autogestion sexuelle. En fait, c'est un manuel d'apprentissage pour mieux connaître sa sexualité. Mais alors que les livres, les manuels, si vous voulez, classiques de sexualité sont écrits souvent par des médecins ou des sexologues dans un langage médical et impersonnel, là, on nous donne à voir ce qu'il faut faire. Eva Illouz, on va passer à la deuxième question. Ce sont les femmes qui, en partie, ont fait le succès du film et qui peut-être qui ont fait le succès du livre et qui peut-être feront le succès du film. Et vous dites, eh bien, le plaisir qu'on éprouve à lire ce livre, ça, c'est ce que vous écrivez dans votre petit essai, même si le plaisir est médiocre, parce que le livre, c'est pas non plus de la grande littérature, il s'explique parce qu'il formule les tensions qui empoisonnent les relations hommes-femmes. Donc nous, femmes, on fait la queue, on achète ce livre, on se précipite pour aller voir ce film, on va se précipiter, mais on gagne quoi là-dedans ? Je pense que, écoutez, c'est un peu toute la question de la culture populaire. Pourquoi est-ce qu'on consomme, même des gens qui aiment la littérature, pourquoi est-ce qu'ils consomment la culture populaire ? On consomme la culture populaire parce que ça résonne beaucoup mieux, je pense, ça fait écho beaucoup mieux avec des préoccupations majeures. Et je pense qu'il y a
un grand plaisir à lire Fifty Shades of Grey. Je trouvais que le roman était très mauvais, mais il y a un grand plaisir. Et ce plaisir a trait justement aux tensions que je décrivais. Par exemple, cette jeune femme qui arrive à faire en sorte que cet homme fabuleusement beau, riche, intelligent, puissant et sexuellement extraordinairement performant tombe amoureux d'elle. Mais comment elle fait ça ? Comment elle fait ça ? Et donc, ce qu'il y a de... Oui, c'est ce que vous disiez, elle le fait finalement en se soumettant complètement, et ça revient un peu... En se soumettant, mais justement c'est ça, en se soumettant et en demeurant complètement autonome, puisqu'elle va constamment donner des preuves de son indépendance. Elle va lui dire arrête de m'embêter quand il lui écrit des mails toute la journée. Elle va lui dire, quand ils sont dans une discothèque et qu'elle va donner un coup de poing à quelqu'un qui l'embête, et c'est elle qui va donner le coup de poing et pas lui. Et donc, on prend un plaisir, la lectrice prend un plaisir à voir une femme qui est à la fois complètement autonome, qui tient les rênes, qui tient les rênes, qui arrive à soumettre émotionnellement cet homme fabuleusement riche et puissant, mais qui aussi va savoir et va pouvoir se soumettre, elle, complètement à lui et à son propre plaisir à elle. Alors Eva Illouz, on va regarder un petit reportage sur la fabuleuse histoire éditoriale de 50 nuances de Grey. C'est réalisé par Daniel Campos avec David Gombin. Erika James, l'auteur de la trilogie 50 nuances de Grey, est devenue en quelques années l'écrivain la plus riche et la plus bankable au monde. L'année dernière, les ventes du livre ont atteint les 95 millions de dollars. L'USSM entre une jeune vierge et un homme puissant, c'est devenu le carton éditorial du siècle. Un roman traduit en 51 langues au total, dont le thaï, l'hébreu, l'islandais, le lituanien, le coréen et même le mongol, selon l'éditeur Vintage. Un effet à long terme pour l'industrie du livre, attirant l'attention des éditeurs et des lecteurs sur ce genre, le roman à l'eau de rose. Les chiffres actuels montrent que le super best-seller d'Erika James est vendu à un rythme encore jamais vu chez les écrivains. Plus de 70 millions de copies dans les 8 mois ayant suivi le lancement, rien qu'aux États-Unis. Plus que les stars du livre James Patterson avec ses 91 millions de dollars et que Suzanne Collins, auteur de la trilogie Hunger Games, avec 55 millions de dollars. Un livre qui a su séduire un très large public, de l'ado à la femme de foyer, et s'est vendu rien qu'aux États-Unis à plus de 25 millions de copies, imprimées comme digitales. Le premier volume a su faire le buzz sur les réseaux sociaux. En janvier 2012, ce buzz a atteint des groupes de mères au foyer un peu partout aux États-Unis. C'est donc le bouche à oreille sur la toile qui a lancé le livre sur Facebook, dans des forums, puis au sein de groupes de lecteurs traditionnels. Voilà le maillon de la chaîne qui ont fait le succès phénoménal du livre. Spécial 50 nuances de Grey, les questions qu'on se pose. On va passer maintenant à la troisième question avec vous, Eva Illouz. Comment expliquez-vous qu'une partie du monde, Eva, la partie masculine, la partie religieuse, cette partie a envie de cacher les cheveux des femmes, les corps des femmes, on voit des perruques, des blouses longues, des hijabs, des burqas. Et comment se fait-il qu'une autre partie du monde, blanche, masculine, trouve parfaitement tendance la soumission ? Dans les deux cas, vous le dites très bien, il s'agit de soumission. Mais il s'agit quand même de soumissions très différentes, je dirais. La soumission sexuelle et sexualisée de Hannah dans 50 Shades of Grey, c'est une soumission qui est censée lui donner, elle, du plaisir et qui est censée, en fait, lui permettre de réaliser son identité en tant que femme sexuelle. La soumission dont vous parliez, c'est une soumission qui consiste à donner le pouvoir à un homme de contrôler la sexualité même de la femme. Alors, il y a beaucoup de féministes qui ont dit que la sexualité présumément libérée des femmes occidentales est une sexualité en vérité soumise aux impératifs de la consommation. Je ne vais pas parler de cette question. Parce que là, ça va prendre trop de temps. Je voudrais qu'on passe à la quatrième question. Est-ce que cette histoire de jeune fille vierge, soumise, qui finalement finit par épouser un homme riche et surpuissant, est-ce que c'est un échec pour le féminisme ? Oh oui, c'est pas du tout, je dirais, un livre féministe, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui se sent obligé de produire des codes, je dirais, féministes, puisque Anastasia c'est pas du tout quelqu'un qui attend simplement de se marier.
mais c'est plutôt quelqu'un qui va au contraire chercher à s'affirmer elle, par exemple par son travail, puisqu'elle devient éditrice à la fin de la trilogie. Mais est-ce que c'est un roman féministe? Non, puisque pour que, à mon avis, ce soit un roman féministe, il aurait fallu ou bien qu'on puisse imaginer l'inverse, c'est-à-dire Christian Grey en soumis et elle qui soit très puissante, ou bien il aurait fallu que ce soit un roman qui nous aide à réfléchir mieux sur la domination masculine. Or, ce que le roman fait, c'est d'euphémiser, je dirais, cette domination, de la transformer en plaisir. Parce que c'est écrit par une femme. Eva Illouz, je voudrais qu'on regarde comment le studio américain du film a transformé l'avatar ciné de ce succès littéraire en véritable buzz érotique signé Daniel Campos avec David Gombin. Nous sommes le 25 janvier 2014. Plus d'un an avant la sortie du film, Universal mène une campagne de pub dans 5 grandes villes des États-Unis. En gros caractère, une phrase. Monsieur Grey va à présent vous recevoir. 3 semaines plus tard, le 14 février, une première photo de Johnson et Anastasia est diffusée. Le 18 juin 2014, pour fêter l'anniversaire de Christian, c'est sur Twitter qu'est publiée la première photo de Jamie Dornan dans la peau du jeune milliardaire. Le 9 juillet, l'auteur du livre, Erika James, annonce via Twitter la sortie officielle de la bande-annonce. Ce sera pour le 24 juillet. Une bande-annonce fut plus de 36 millions dans la semaine qui a suivi sa sortie. À la mi-décembre, ce sont 93 millions de vues qui font de ce trailer le plus vu de l'année 2014. En février 2015, ce chiffre grimpe à 193 millions rien que sur YouTube. Le 13 novembre 2014, un deuxième trailer sort, suivi par la suite d'une troisième bande-annonce, diffusée la semaine dernière pendant la grand-messe télévisée américaine, le Super Bowl. En dehors des États-Unis, ce sont près de 3 millions de tickets qui sont prévendus dans 39 pays différents. Au Royaume-Uni, avant même sa sortie, les préventes ont d'ores et déjà été très juteuses, 1,74 million d'euros. Tout comme avant la sortie d'un film Disney, le merchandising 50 nuances de Grey est fin prêt. Vin, chemises, nounours, fouets, bijoux, journal intime, lubrifiant et bien sûr toute une gamme de sex toys. La mauvaise publicité n'existe pas. La censure du film en Malaisie et de certaines scènes aux Philippines n'a fait que renforcer le buzz autour du film. Et bien sûr suscite la curiosité générale. On est sûr que ça va marcher, ce qui nous entraîne sur la 5e et dernière question, Eva Illouz. Pourquoi la littérature classique, par exemple, les Sade, Diderot, Bataille, Anaïs Nin et j'en passe, pourquoi cette littérature a fait avancer les idées, la sexualité, le combat des femmes, et pourquoi cette autre littérature de roman de garde, d'une certaine façon, fait, selon moi, reculer la pensée et la sexualité ? Alors, la sociologue qui est en moi ne fait pas ce genre de distinction. Et c'est assez intéressant parce que je ne sais pas si finalement ce roman ne fera pas peut-être plus avancer la sexualité, peut-être pas la pensée, mais la sexualité, en tout cas de certaines femmes, c'est à voir. Je ne sais pas si ça la fera autant avancer. On a vu sur Internet des couples qui ont tenté de reproduire chez eux certaines scènes du livre ou de la bande-annonce et c'était un fiasco absolu. Hein. Ah bon ? Ouais. Parce que c'est un livre pour Jean Marié. Non, ils sont amusés comme ça chez eux à reproduire des scènes pour voir si finalement c'était excitant ou pas et ça n'a pas marché. L'industrie du sextoy a connu une augmentation extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une légitimation des sextoys qui n'existait pas avant grâce au roman. Ça, c'est un changement dans les pratiques amoureuses et sexuelles. Une autre question sur cette différence entre ce qu'on va voir et ce qu'on a pu lire. Le film 50 nuances de Grey est interdit un peu partout, aux États-Unis, en Angleterre, aux moins de 17 ans, 18 ans. Et dans le fond, il semble qu'il soit très prude et qu'on n'y voit pas grand-chose. Comment se fait-il que le public se contente d'un sexe virtuel ? Je dirais qu'il y a 2 raisons peut-être pour ça. La première, c'est qu'on va consommer un film comme on consomme une marque. Maintenant, 50 nuances de Grey, c'est une marque. On s'est attaché aux personnages et donc on veut voir qu'est-ce qu'ils deviennent, ces personnages. C'est une façon de continuer de lire le roman et d'avoir une relation aux personnages. Et je pense que la deuxième raison a trait peut-être à la sexualité elle-même qui se nourrit beaucoup plus d'imagination que de choses vraiment vues ou vraiment vécues. Vous allez voir le film, vous ? Oui, bien sûr. Vous avez commandé vos billets et tout ça ? Non, pas encore, mais je vais y aller.
Vous pensez quand même... En tant que sociologue. En tant que sociologue, oui, c'est ça. Alors moi, j'irai en tant que journaliste. Mais non, mais on va en terminer parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais dans le fond, toute cette histoire, c'est un point positif pour les humains, pour les femmes, pour les relations hommes-femmes, pour les relations sexuelles. Ben, je dirais pourquoi pas, oui. Pourquoi pas ? Il faut pas trop juger. Encore une fois, en tant que sociologue, j'arrête de juger et je pense qu'il y a des choses intéressantes. Comme phénomène culturel et social, oui, c'est un phénomène finalement positif et intéressant. Merci beaucoup Eva Illouz d'avoir répondu à ces 5 questions. On se retrouve nous demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue. Merci Hard Romance aux éditions du Seuil. On espère que ce sera un appel à l'épanouissement et au plaisir de tous.